Je cherche mon billet d'avion. Tu ne l'aurais pas vu? Ben si, juste devant toi. Là, sur ton livre. Vous n'avez pas eu trop chaud pendant la balade? Heureusement, non. On a profité de la fraîcheur de la forêt. Ben alors, tu ne donnes plus de nouvelles depuis ton départ à la retraite? Oui, c'est vrai. Eh bien, tout va bien. Je me suis mis à la natation. Ça conserve. Alors, tu es allé à la brocante dimanche dernier? Tu as fait de jolies trouvailles? Oui, j'ai enfin trouvé les verres à pied que je cherchais depuis des mois. Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question. À l'occasion du mois sans tabac, le ministère de la Santé vous offre un kit pour vous aider à arrêter. Commandez-le sur tabac-info-service.fr en octobre. Arrêtons ensemble. Attention, des pickpockets peuvent être présents à bord de votre train. Nous vous invitons à surveiller vos effets personnels. Si vous êtes témoin d'un fait suspect, veuillez le signaler au contrôleur qui reste à votre disposition voiture 4 ou au personnel des guichets en gare. En raison d'un problème technique, nous vous informons que le spectacle de contes pour les enfants à partir de 3 ans est reporté à la semaine prochaine. Les personnes souhaitant annuler leur réservation sont priées de se présenter à l'accueil de la médiathèque. Vous allez entendre 6 messages sur votre messagerie téléphonique. Indiquez pourquoi la personne appelle. Salut Emma, c'est Zachary. Tu pourrais passer chez moi pour me rapporter mon livre d'anglais, s'il te plaît? Je l'ai oublié sur ton bureau hier, quand je suis venu te voir. Merci. C'est Tina.
Je t'appelle parce que j'ai oublié mon bouquin de biologie chez toi. Tu pourrais me le rapporter demain matin au cours de français? Merci et à demain. Bonjour, Johan Boone à l'appareil de l'ambassade du Canada à Bruxelles. Votre candidature au poste d'interprète a retenu notre attention et nous souhaiterions vous rencontrer pour en discuter. Pourriez-vous me rappeler dès que possible pour convenir d'une date? Merci et bonne journée. Sophie, j'ai prévu de faire une chasse au trésor avec Paul, Lucas et Eva. Ce sera sans doute samedi prochain dans l'après-midi. Est-ce que ça te tente? Rappelle-moi et je pourrai t'expliquer de quoi il s'agit exactement. Bisous. Madame Rioux, vous avez gagné un déjeuner pour 2 personnes au Spa de Cabourg lundi prochain. Ce repas sera suivi d'une animation vous permettant de découvrir l'ensemble de notre gamme de produits cosmétiques. Vous allez recevoir un courriel de confirmation. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Pour ou contre l'adoption? Indiquez si la personne interrogée est totalement pour, est plutôt pour, est totalement contre, ne se prononce pas. C'est vrai que personnellement, je ne le ferai pas. Ça me fait peur. J'ai quelques réticences, mais chacun est libre de choisir sa propre famille. Pour moi, la famille, c'est vraiment inutile. En fait, je comprends pas qu'on ait des enfants adoptés ou biologiques avec ce monde qui devient fou. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Pour ou contre les villes sans voiture? Indiquez si la personne interrogée est totalement pour, est pour à certaines conditions, est totalement contre, ne se prononce pas. L'évolution ne va pas dans le bon sens. Les gens qui habitent loin de la ville n'ont pas vraiment d'autre solution. C'est injuste pour eux. Je trouve que c'est une bonne idée, mais il faudrait d'abord que les routes soient mieux aménagées, pour les vélos par exemple. La plupart des villes limitent déjà l'accès aux voitures, et c'est une très bonne chose pour la qualité de vie et l'environnement.
Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question. Comment éliminer les déchets en plastique quand votre ville ne dispose d'aucun système de recyclage? En les transformant en pavés. L'idée vient de 4 jeunes Sénégalais de Dakar. En donnant une seconde vie aux déchets plastiques, ils veulent préserver l'environnement, mais aussi créer des emplois. Bien qu'artisanal, le procédé de transformation produit des pavés résistants destinés à recouvrer les cours ou les trottoirs. S'ils restent légèrement plus chers que les pavés en ciment, c'est surtout la faible sensibilisation de la population aux questions de dégradation de l'environnement qui freine les ventes. Pour le moment, ce sont plutôt les étrangers qui sont séduits par l'initiative. Le gouvernement belge a octroyé une bourse à ces jeunes entrepreneurs. Vous allez entendre des entretiens à la radio. Pour chaque entretien, répondez aux 2 questions. Débuter sa carrière dans un domaine qui vous intéresse, dans des milieux populaires, expliquez-nous votre passion. Oui, c'était les années 70, alors il était facile de travailler dans l'aide juridique. Je sais que c'est un peu un mot valise, mais c'est sincèrement de la justice sociale. Il est important d'apporter de l'aide aux personnes qui ont besoin de conseils juridiques. On pense que c'est un objectif partagé, mais il est surtout compris par les plus vulnérables d'entre nous. Votre recherche se traduit-elle concrètement par des changements dans la vie des gens? Oui, absolument. La recherche est faite avec les gens qui ont des droits citoyens et non pas à leur insu. Si dans chaque foyer qui le souhaite, on accueillait un anthropologue ou une observatrice, on pourrait vraiment comprendre les problèmes qu'il y a dans les foyers en France. Merci pour votre temps. Michel Tremblay, pour vous qui êtes philosophe, le bonheur est-il de retour dans l'assiette? Il s'y est toujours trouvé. Vu par les médias, l'assiette, c'est le plaisir des snobs, des riches urbains qui pratiquent la gastronomie. Le projecteur sur les tables haut de gamme ne doit pas faire oublier les petites tables dans l'ombre sur lesquelles se jouent des festins miniatures pour les gens hors champ. Pensez-vous que la pause du repas soit plus que jamais vitale? Il est temps de conjurer cette pitoyable solitude qui se manifeste toujours dans le fait de manger tout seul auprès des gens qui, eux aussi, mangent seuls et se retrouvent dans l'incapacité de faire une communauté, à savoir une table digne de ce nom à laquelle on échange, on rit, on vit.
2 millions de tonnes de nourriture jetées chaque année par les restaurants et les commerces, quasi 30% de la nourriture produite perdue, gâchée, parce qu'on ne sait pas stocker, transporter ou transformer. Marie Lévesque, vous êtes responsable d'une enseigne bio à Montréal. Il est urgent de constituer un arsenal législatif, d'autant que les enjeux sont mondiaux. 9 milliards d'humains à nourrir en 2050, ça exige une gestion responsable. En contraignant notamment la grande distribution à accepter les produits sans critères esthétiques? En fait, elle n'est pas seule en cause. Lutter contre ça en amont, c'est déjà faire accepter les petits défauts aux consommateurs. On mange avec les yeux, on bute là-dessus. Les dates limites de consommation sont aussi un dilemme. Il y a les normes d'hygiène essentielles, mais qui ont tendance à inciter au gâchis. Pourquoi ne pas donner? On ne peut pas risquer l'empoisonnement, alors on opte pour la destruction. Le don entraîne aussi des difficultés de logistique, de transport. Qui paye? Alors on rend des produits comestibles impropres à la consommation, plutôt que de leur permettre, pour les dates de péremption dépassées, une valorisation en recyclage dans les circuits de méthanisation ou pour les autres dans les réseaux d'associations d'aide. Une convention pour une collecte sécurisée des invendus serait une première piste. Vous allez entendre un long reportage radio, 2 minutes 30 environ. Répondez aux 2 questions. Julie, tu branches le stéto. On commence par les poumons, s'il te plaît. Madame, respirez fort, la bouche ouverte. Vous respirez bien fort par la bouche. C'est une consultation pas tout à fait comme les autres. Dans le cabinet médical, il y a bien le fauteuil d'examen, une toise, un stéthoscope, mais le médecin, lui, se trouve à 400 km de là, dans l'est de la France. Le docteur Di Patricio communique par visioconférence et ausculte via des instruments connectés, dont certains ont une mini-caméra. Pour l'assister auprès des patients, une infirmière en chair et en os, Julie Maréchal. La belle machine que vous voyez devant vous, c'est le fameux chariot de télémédecine, qui est en fait un ordinateur qui est équipé donc de tous les appareils dont on a besoin pour les consultations, donc le stéthoscope, il y a l'autoscope qui permet de voir les oreilles et le nez. Alors le médecin est derrière son écran et nous on est ses petites mains, il nous guide. Je suis dans l'oreille gauche. C'est bon, j'ai vu le tympan au fond. Bernadette, 67 ans, est une patiente régulière. Elle se souvient de sa première réaction lorsqu'elle a appris l'existence de ce cabinet médical un peu particulier. Est-ce que vous êtes essoufflée, madame? Oh non, ça va. Ni à l'effort. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? On va avoir un ordinateur, comment on va dialoguer? Et puis finalement, ça se passe très bien, puisqu'on peut échanger avec le docteur, l'infirmière fait tout ce qu'il faut que le docteur ne peut pas faire, pas de problème. À l'origine de l'initiative, Christophe Dietrich, maire de Laigneville, petite ville de 5000 habitants. Il a refusé il y a 2 ans que sa commune se transforme en désert médical. Il avait alors cherché à recruter un médecin, en vain. On avait 2 médecins qui sont partis fin 2017 en retraite, mais bon, moi depuis 2015, je cherche des médecins remplaçants. Sachant que la commune mettait à disposition gratuitement le cabinet médical puisqu'on avait décidé de le racheter. Donc il y a un moment, je me suis retrouvé face à un mur. Du coup, la télémédecine s'est imposée à nous et on a décidé de la mettre en route. Ludivine est venue avec son fils de 15 ans rouge de fièvre. Ils habitent la ville voisine. Chez nous, on a des médecins qui sont overbookés par rendez-vous avant 2 semaines. Donc on sait bien qu'un enfant, quand il est malade, on ne peut pas le faire attendre 2 semaines. Mais la télémédecine est-elle une médecine au rabais? Avec la présence d'une infirmière, comme à Laigneville, la réponse est non, selon le docteur Paolo Di Patricio, qui travaille aussi en cabinet traditionnel. Pour lui, la relation soignant-malade est réelle et la plupart des actes d'un généraliste peuvent être pratiqués. Beaucoup d'actes sont réalisables en téléconsultation avec un confort d'exercice tout à fait satisfaisant. Il y a certains actes qui ne peuvent pas être réalisés. Je pense au suivi pédiatrique néonatologique. On ne peut pas faire d'actes de gynécologie. Voilà. Dans les déserts médicaux, la téléconsultation est une des solutions. À Laigneville, la salle d'attente était pleine en ce jour d'hiver.
Vous allez entendre 10 messages différents. Pour chaque message, répondez à la question. Aujourd'hui, nous recevons l'économiste Gérard Baudouin pour nous parler de l'augmentation du prix du timbre. Pourquoi cette hausse, monsieur Baudouin? Eh bien, il faut rattraper la baisse du courrier traditionnel. La faute au courrier électronique et à la dématérialisation des documents administratifs. En 20 ans, le nombre de lettres affranchies a été divisé par 2. Ce qui fait que la dette de la Poste atteint aujourd'hui, selon les dernières normes comptables, 6,23 milliards d'euros. Parmi les pirates du numérique, il y a les cyberescrocs, et en particulier ceux qui exercent depuis des pays émergents. Des jeunes principalement, opérant depuis des cybercafés et concevant des arnaques par mail qui inondent les serveurs occidentaux. Comment ces arnaques se nourrissent-elles du contexte social, politique et historique? Au fond, cela s'inscrit dans une pratique très ancienne du banditisme social, avec des intrigues qui se moulent sur le même principe, une supercherie à l'avance de frais. Et sur le même procédé, puisqu'il s'agit de susciter l'empathie auprès de personnes spécifiques et de ce fait, arriver à les manipuler. C'est aujourd'hui que doit avoir lieu l'appel d'offres pour la privatisation de certains services du plus grand musée londonien. Des salariés plus flexibles, des subventions portées disparues, les syndicats dénoncent une déclaration de guerre qui fait partie de la politique gouvernementale. Démonter une information, c'est beaucoup de travail. C'est très facile de faire circuler une fausse information. C'est très long de la vérifier. Aujourd'hui, le faux fait partie de l'information. D'autant plus qu'avec l'explosion des réseaux sociaux, certaines personnes qui n'étaient pas habituées à consulter de l'information se sont mises à recevoir toutes sortes de messages et elles n'ont pas forcément les codes pour décrypter. Les réseaux sociaux sont donc amenés à payer des journalistes pour vérifier et expliquer l'information qui circule, eux-mêmes confrontés au problème massif de la désinformation. La voiture polluante semble condamnée à n'être bientôt qu'un vestige du passé. L'alternative devra répondre à une injonction contradictoire, vitesse et écologie. Une innovation très populaire récente concilie l'une et l'autre, la trottinette électrique. Très pratique, elle est décriée par ceux qui la trouvent dangereuse. Au bout de quelques mois, Paris et les autres grandes villes séduites par le dispositif ont commencé à légiférer pour contrer les effets négatifs de cette nouvelle tendance. Comme pour toute nouveauté, il faut penser à la régulation qui accompagne l'innovation. Le cerveau est très attentif à nourrir des routines personnelles qui le rassurent, et en même temps, il a besoin d'explorer le possible. Toute nouvelle qui représente un dévoilement ou qui attire notre attention, comme la peur ou une information égocentrée, va être de nature à capter le temps de cerveau disponible. Il s'agit de l'asymétrie de négativité qui a été testée aussi bien sur les stéréotypes sociaux que sur les informations inquiétantes, qui fait qu'on a plus d'intérêt
et qu'on mémorise mieux les informations négatives. Sur Internet, les fausses informations sont plus repartagées que les vraies informations et elles vont souvent dans le sens de nos attentes naturelles. Ce type de proposition intellectuelle part avec un avantage concurrentiel sur d'autres propositions que peuvent faire la science ou la pensée méthodique, qui paraîtront Quatre associations de lutte contre les discriminations assignent Twitter devant le tribunal pour manquement ancien et persistant à ses obligations légales en matière de modération des contenus. Elles expliquent que pour plus de 1000 tweets haineux signalés, seuls 12% d'entre eux ont été supprimés dans une période raisonnable allant de 3 à 5 jours. Elles demandent la désignation d'un expert chargé de constater les moyens matériels et humains mis en œuvre par Twitter pour lutter contre la diffusion de ces messages. Twitter rétorque qu'il investit dans des technologies de modération pour réduire la charge qui pèse sur les utilisateurs de devoir effectuer un signalement. Plus d'un tweet abusif détecté sur 2 vient désormais d'une détection automatique plutôt que d'un signalement. Les parents de Rimbaud se séparent quand il a 4 ans. Le père, capitaine d'infanterie, rejoint son corps, comme disent les chamans et les militaires. Rideau, papa Rimbaud. Des générations de commentateurs psychanalysants pourront voir dans les amitiés viriles d'Arthur la recherche du père. La mère excite l'aversion des rimbophiles. On la juge avare, hermétique à la poésie, brutale. Mais que sait-on vraiment des pensées d'une mère le soir, à la chandelle, quand son fils est en train de s'autodétruire? Il est aisé de dénigrer cette mère qu'Arthur appelait la Daronf. Elle royaumait sa terre. Elle retenait son fils dans le provincialisme de l'Ardenne. Elle l'observait d'un œil suspicieux, élaborait une langue inconnue, fréquenter des faunes, boire de la verte et s'engager à bord de bateaux fous. Mais je crois qu'il y avait une tendresse profonde cachée chez lui à l'égard de cette mère qu'il faisait semblant de maudire. On le sait tous, les appartements des étages du haut valent plus cher que ceux du bas, notamment pour des questions de température. Mais le changement climatique pourrait bien inverser la fourchette des prix. Les architectes réfléchissent à adapter ces bâtiments, mais difficile, voire impossible d'isoler des logements pensés avant tout pour être beaux, quitte à avoir trop chaud. Or, c'est une grave erreur, tant la finalité même de l'architecture est climatique, en ceci qu'elle transforme artificiellement le climat dans ce qu'il a d'inconfortable pour le rendre habitable. Le toit agit contre le soleil, le mur contre le vent et le froid. Conclusion. Quand les constructions humaines sont conçues hors de leur milieu naturel, elles finissent toujours par le payer. Faiblesse, inconstance, inconsistance, débilité,
Voilà quelques synonymes fort sympathiques de la fragilité. A priori, rien ne donne envie d'en faire un art. Pourquoi alors ce succès de la fragilité? Comme pour la mode, il faut décrypter la tendance et comme d'habitude, ce n'est qu'une histoire d'inversion. L'époque étant à la compétition, au capitalisme fort et féroce, il faut forcément jouer le jeu de la contradiction et de la pseudo-distance critique. Il nous faut forcément valoriser son contraire, la fragilité. Alors évidemment, je ne vais pas tomber dans la critique marxiste selon laquelle seuls les plus forts peuvent se permettre d'être fragiles, car ils sauront s'en relever. Mais que penser de cette ode à la fragilité de l'existence? Comment persister dans l'existence tout en étant affaibli? Et inversement, que reste-t-il de la fragilité quand on résiste, quand on fait donc preuve de force malgré tout?